Et si la France pouvait tout changer? En quelques référendums, Juan Branco, candidat atypique, détaille son programme radical. Une nouvelle constitution, des chambres tirées au sort, la fin du Sénat, la réappropriation du pouvoir par le peuple. Pas de parti, pas d'alliance, juste un appel à la démocratie directe. Voici comment il compte faire basculer le pays. Alors, la présidentielle. Ouais. Branco président. Ça va être sympa les émissions. Hein? Franchement, vous n'allez pas vous en plaindre. Ni en être étonné. En réalité, si, parce que quand... attendez, avant de dire que les émissions à venir vont être insupportables, laissons se dérouler les émissions à venir. Alors, vous avez dit beaucoup de choses chez Thinkerview sur votre programme présidentiel, très intéressantes. Okay. Très intéressante. Donc, on ne va pas refaire cette émission-là, mais j'invite toutes celles et tous ceux qui veulent connaître quel est le programme de Juan Branco à regarder l'émission de Thinkerview. Franchement, il y a des... comme on dit, vous connaissez les dossiers. Okay. Voilà, de l'agriculture à la défense, au conflit entre l'Inde et le Pakistan. Enfin, je veux dire, vous laissez pas coller, quoi. Il vous colle sur rien. On a beaucoup travaillé. On travaille beaucoup en général. Qui est on? Collectivement, déjà, les 15 000 ont contribué. C'est avec les 15 000 abeilles que vous avez forgé votre expertise sur l'Inde et le Pakistan, sur les armes de guerre utilisées, sur la manière de trouver des solutions à la crise agricole. En fait, et moi je trouve ça, c'est pas du tout un reproche, il y a tout ce qu'on a couvert au cours de cette émission, qui quelque part est la surface de mon personnage public, d'accord? C'est les polémiques, c'est ce qu'on vient de faire. J'ai pas voulu refaire Thinkerview, il l'a déjà fait. Non, bien sûr, c'est pas un reproche. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de scénification dans l'espace public avec des polémiques dans tous les sens, des accusations, contre-accusations, beaucoup intéressés, d'autres sincères. Et il y a aussi la réalité d'une vie. Et d'un parcours. D'abord avoir travaillé... Attendez, j'ai regardé... Et c'est notamment, après avoir regardé cette émission, je me suis dit, tiens, je vais peut-être le... Non, c'était pas après, mais enfin bref, cette émission m'a conforté. Dans l'idée qu'il fallait en parler. Voilà, c'est un garçon, c'est pas seulement une espèce d'objet et de sujet de polémique permanente, plus ou moins vaseuse, mais il a du fond. Et tout l'enjeu de ma vie, c'est de continuer à avoir le temps de travailler et d'être confronté à quand je vais au Congo et ainsi de suite, j'en tire des choses aussi par rapport à la France. Donc, bien sûr. Et voilà. Et je pense que tout l'enjeu d'une partie des procédures et des polémiques qui me visent, c'est soit de faire perdre l'énergie de la part d'ennemis politiques ou autres, soit tout simplement d'invisibiliser, enfin de ne pas parler de ça. Ce qui est un peu aujourd'hui le quotidien des médias, où on parle beaucoup des surfaces de chacun et assez peu des confrontations de fond. Je voudrais venir sur un aspect de votre programme et de votre stratégie. Yes. On vous écoute chez Thinkerview. Autre question qui n'a rien à voir. Vous allez faire des alliances avec d'autres partis politiques? Vous allez faire de la tambouille, de la petite cuisine politique ou pas du tout? Non, c'est pour ça qu'on ne se présente pas aux élections intermédiaires. La Ve République a beaucoup de défauts, mais cette fonction présidentielle permet d'aller au Fenwick par rapport aux institutions actuelles. Nous, ce qu'on veut adopter, on veut rendre la parole au peuple. Et si on doit en passer par toute la tambouille parlementaire et ainsi de suite, on n'en sortira jamais. Et ce pays va couler. Donc plutôt, il y a l'option coup d'État aussi, hein. Mais c'est un peu moins risqué d'en passer par l'élection présidentielle. Donc essayons pour l'instant d'aller de cette façon-là. Si on nous empêche, donc, vous m'avez coupé ou ça s'arrêtait là Non, c'est ça. Non, la pensée s'arrête là. Okay. Non, vous dites pas je vous dis pas ce que vous ferez si on vous empêche de vous présenter. Oui. Voilà. Vous ne précisez pas la nature de la menace. Parce que je pense qu'en fait, on est aujourd'hui à un moment où je pense pas qu'on m'empêchera, honnêtement. Mais je pense honnêtement que s'il n'y a pas une offre politique qui propose vraiment une sorte de radicalité, comme on le fait au sens noble du terme, hein, sur des problèmes profonds que touche la France, ça va finir par arriver. Révolution, coup d'État, gilets jaunes. En fait, il va y avoir des ruptures qui vont sortir du jeu organisé. Ça, j'en suis assez convaincu. Mais qui ne seront pas de votre fait. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est pas que vous, si on vous empêche de vous présenter, pourriez envisager comme praticable la solution du coup d'État. Pour être tout à fait honnête, je pense que je serais quelque peu délirant si je pensais que j'avais les moyens d'organiser quelque chose comme ça. En général, les coups d'État ne viennent pas de personnes qui ont ma fonction dans la société. Et qui, voilà. Donc, oui. Mais par contre, j'écris un coup d'État manuel insurrectionnel que je vous recommande, au Diable Vauvert, qui essaye de donner des billes pour comprendre
entre révolution, réforme et ainsi de suite, dans quelle direction on va, et si un coup d'État est possible. Alors, donc, c'est la présidentielle ou rien, c'est-à-dire vous n'allez pas présenter de candidat branquiste aux législatives. Alors, j'ai demandé... C'est ce que vous dites là. Ouais, alors j'ai demandé en tout cas au Discord d'organiser des débats sur le sujet pour confirmer que ce serait la meilleure position, Enfin, notamment en cas de législative. Là, vous êtes très affirmatif. Oui, parce que, mais en réalité... Mais la question, elle est toute simple. Que va faire le président Branco sans majorité législative? Mais on va faire des référendums sur les Surtout. Sur les principaux. Alors, on a organisé un truc assez détaillé, c'est-à-dire qu'en fait, on fait des référendums sur les points principaux. D'accord. Combien? Il y en a 5 ou 6. Vous faites 6 référendums. Voilà, en 2 blocs. Ceux immédiats et ceux à 6 mois, en gros. Non, mais si vous, pour le tout venant législatif, ouais. genre par exemple le vote du budget, ouais. Vous n'avez pas de majorité au Parlement, vous faites comment? Mais non, mais en fait, on est tout de suite en train de refaire un nouveau système avec des nouvelles chambres à travers les référendums. C'est-à-dire qu'on change le système électoral tout de suite. L'idée, justement, c'est de faire un référendum qui fasse qu'on n'ait pas à repartir. Et après, ensuite, il y a 2 branches. Il y a alors attendez, non, restons sur les nouvelles chambres. Oui. Donc le projet, c'est quoi? C'est 2 nouvelles chambres? C'est une chambre. En fait, on veut faire un référendum à 2 branches, c'est-à-dire avec 2 propositions différentes. Donc une qui serait une chambre unique avec à côté des assemblées tirées au sort qui fassent contrepoids un peu sur la démocratie athénienne, ou alors on garde 2 chambres avec d'un côté une proportionnelle intégrale et pour ce qui serait un peu similaire à l'Assemblée nationale d'aujourd'hui, et à côté on garderait ce système de tirage au sort. Et la première, ce serait la chambre unique avec la proportionnelle. Je suis pas sûr d'avoir tout compris, parce qu'en fait, les gens pourront le repasser au ralenti s'ils veulent comprendre. Non, mais surtout, je renvoie au projet. Vous la refaites très... pardon. Non, mais allez-y, refaites-la. Très rapidement. On a 2 options. C'est quand même important. Une chambre élective à la proportionnelle absolue. Oui. C'est-à-dire proportionnelle intégrale, d'accord. Et l'autre, une chambre. D'accord. Une seule. Et par ailleurs, on supprime le CESE. Oui, et par ailleurs, le CESE, qui est considéré comme la 3e chambre, le Conseil économique et social. D'accord. Et l'autre, c'est avec donc une assemblée aux 2 tiers proportionnelle avec une partie, pour mixer, et à côté des assemblées territoriales tirées au sort. C'est ça que. Comment vous avez abouti à la conception de ce système? Honnêtement, il y a eu beaucoup d'assemblées constituantes pendant les Gilets jaunes, c'est-à-dire des citoyens qui n'avaient pas été formés au départ en sciences politiques, et qui ont des personnes bénévoles faisaient de l'éducation populaire, leur donnaient les clés du fonctionnement actuel, et ils disaient qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça... Et ça a donné beaucoup de propositions accumulées qu'on a commencé à regarder, à extraire. Et donc, on s'est dit, ce serait un peu paradoxal de vouloir imposer la solution, donc d'où ces 2 hypothèses pour essayer de voir. Cette idée du tirage au sort me semble très intéressante. Elle a été appliquée jusqu'ici. Il faut qu'elle ne soit pas déchirée. Quoi qu'il en soit, je veux dire, quel que soit le système électoral, on n'est absolument pas assuré d'avoir dans ces nouvelles chambres, quel que soit le système que vous choisissez entre les 2, une majorité branquiste. Une majorité qui sera d'accord avec votre programme, qui sera d'accord avec vos options en matière de défense, en matière d'impôts. Heureusement, parce que sinon, en fait, parce que c'est un peu, à mon avis, le défaut de la Ve République, c'est ce que ça nous a donné depuis 20-25 ans, c'est que ça ne marche pas. On a la fonction de chef d'État. Oui. C'est une fonction qui fait que demain, vous devez vous retrouver avec Xi Jinping, avec Donald Trump et ainsi de suite pour essayer de négocier sur des questions urgentes, le traitement exécutif du pays. Pour moi, ce n'est pas la même chose que tout ce qui est la fonction législative, c'est-à-dire la volonté du peuple. Que vous considériez qu'une personne à un endroit est la mieux câblée intellectuellement, aussi psychologiquement, ainsi de suite, pour assurer des responsabilités importantes, avec le feu nucléaire, ainsi de suite, c'est une chose. L'autre, c'est que vous soyez d'accord avec elle sur tout. Non, mais c'est-à-dire que si vous êtes élu président, vous vous cantonnerez à la gestion de l'international. C'est pas tout à fait ça. C'est pas loin, mais c'est pas tout à fait. C'est-à-dire que donc on arrive sur un programme quand même avec, comme je vous le disais, 6 référendums sur des sujets clés. Ceux-là, c'est notre programme et on espère qu'on va réussir à les faire adopter rapidement, notamment. Mais on va la défendre. Je ne vais pas l'imposer en arrivant. Ok. Ce qui nous permet d'éviter de passer par les législatives, ainsi de suite. Et à côté, on constitue une force politique autonome, dont on considère qu'elle va porter toutes les autres propositions qui ont été fécondées collectivement. Et celle-ci, on espère qu'elle va gagner des élections. Le président Branco, là-dedans, il fait quoi ?
il propose les référendums, il joue un rôle avec le défenseur du peuple concret, avec les élus qui seront réduits, il y en aura beaucoup moins, et surtout avec le référendum d'initiative citoyenne qui permet aux citoyens eux-mêmes de proposer des réformes. Il permet d'équilibrer tout ça et de trancher dans un certain nombre de circonstances. Ça va prendre du temps. Ça prend du temps. Non, parce que les six premiers référendums vont vite. Le bloc de départ va très vite. Ça dure combien de temps après l'élection ? Il y en a qu'on organise dans le délai légal, c'est-à-dire en gros dans le mois, le temps d'organiser la campagne, ainsi de suite, parce que les sujets sont définis. Et la deuxième, parce que par exemple... Non, mais vous vous rendez compte de, je sais pas, de l'effort d'investissement intellectuel que vont devoir faire, faire les citoyens français. Non, mais parce qu'on va en parler de façon... Pour arriver à décider s'il faut une chambre, s'il en faut deux. Ah, mais ça, c'est génial. Parce que non, mais c'est génial, mais c'est un... Mais un des facteurs essentiels... C'est un effort intellectuel important pour des gens qui ne s'y sont jamais intéressés de près. Par exemple, parmi les propositions qu'on fait, il y a l'élection des juges. Ça, c'est une réforme qui vient d'être adoptée au Mexique, maintenant, il y a quelques mois. Or, le taux de participation a été extraordinairement bas à ces élections. Pourquoi ? Parce que ça demande un effort nouveau de s'intéresser non seulement aux juges, mais surtout aux qualités qu'il faut pour être juge, et ainsi de suite. Et donc, du coup, ça va prendre du temps. Si on veut que les gens s'y intéressent vraiment, se familiarisent avec la matière, ça va prendre du temps. Mais comme les premières élections après la Révolution française étaient un peu... Enfin, vous voyez, donc la question est un des facteurs principaux pour que ça marche. C'est qu'il y a un référendum tout de suite sur la question des médias et l'indépendance des médias, c'est-à-dire s'assurer... Mais ne serait-ce que pour cette mesure, moi je pourrais voter Branco. Et pourquoi est-ce qu'on décale à 6 mois plus tard l'appartenance à l'Union européenne et à l'euro ou pas ? Parce qu'on veut que le débat qui ait lieu entre juin, disons, et décembre soit tenu par des médias indépendants. Vous voyez, et pas par Bolloré, Pinault, Niel. Alors vous dites beaucoup « on ». Mais vous avez qui avec vous qui soit capable de remplir, par exemple, des fonctions ministérielles hautement spécialisées ou en tout cas de conseiller... Plus spécialisées que notre gouvernement, oui. Ou en tout cas de conseiller les ministres qui rempliront ces fonctions ministérielles. Moi, j'ai un parcours où... Non, mais vous avez qui avec vous ? J'ai beaucoup de gens parce que j'ai un parcours... Dans ce qu'on appelle les élites. Dans les élites actuelles, il n'y a pas beaucoup à sauver. C'est pas Marlène Schiappa ou... Enfin, d'accord. Oui. Mais il va falloir quand même rédiger des textes, il va falloir rédiger des décrets. Ces décrets devront être rédigés dans les formes, devront passer le Conseil constitutionnel. Il y a deux choses, c'est ce que vous disiez. Il y a les conseillers qui ont la maîtrise de la matière et qui s'assurent qu'ils ne se font pas avoir par ceux qui sont chargés de ça et qui ne vont pas disparaître, qui sont les hauts fonctionnaires, qui ont pour fonction de servir la volonté politique des personnes qui dirigent la France. Donc on ne va pas purger la fonction publique du jour au lendemain. Eux vont continuer à écrire les décrets, ainsi de suite. Par contre, il faut avoir autour de soi... Vous n'allez pas purger la haute fonction publique. On ne va pas sortir 5000 énarques du jour au lendemain. L'État doit continuer à tourner. On va évidemment être beaucoup plus exigeant sur les compromissions et ainsi de suite. Ça va bien se passer. Non, mais l'énarchie telle qu'elle est configurée aujourd'hui, vous connaissez bien, va se prêter de bonne grâce, avec sympathie, au projet révolutionnaire branquiste. Non, on sera méchant avec eux, s'il le faut. C'est-à-dire moi, j'en parle toujours pour rire, mais c'est une façon de dire qu'il va y avoir un rapport de force important. Et c'est pour ça aussi que... Mais alors, vous dites, on ne peut pas les virer, mais on sera méchant avec eux. C'est-à-dire, n'importe qui se comprend... Non, attention. Par exemple, ça, c'est dans le programme. Tous les directeurs d'administration devront, dès notre arrivée, faire une lettre de démission qui sera à disposition. Il ne s'agit pas de les sortir. Mais il y en a combien en France ? Il y en a à peu près 400, une grande direction d'administration. Et donc, ces personnes-là qui sont à la tête, à l'instant X, qui ont été nommées par Emmanuel Macron et par ses prédécesseurs, mais principalement par Emmanuel Macron, tous les préfets, les 150 préfets en activité entre les précédents départements de région, il faudra s'assurer de leur loyauté, vous avez raison. Et donc, en fait, il faut leur exiger immédiatement les moyens, et sinon, on les sort. C'est dans le programme, ça ? Oui, c'est très détaillé. Pour ceux qui sont curieux de sciences politiques, il y a des instructions assez détaillées sur... Pourquoi ? Parce que l'idée aussi, c'est de se dire, si quelqu'un tombe, quelqu'un d'autre prend le relais. Avec le niveau... Pardonnez-moi, peut-être que ça vous sonne complotisme, mais de harcèlement institutionnel dont j'ai fait l'objet ces dernières années, j'étais fortement conscient de ma vulnérabilité, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment... Et alors, est-ce que vous avez essayé de recruter votre gouvernement, vos ministres, parmi le personnel politique actuel ? Non, pas dans le personnel politique, mais il y a des gens... Vous voyez, par exemple... Il y a deux éléments. Il y a les profils très techniques qui doivent être les directeurs de cabinet. Ça, c'est très important. Mais au niveau... Et après, il y a l'incarnation politique. C'est ma question. Par exemple, quelqu'un comme Aurélien Barraud. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui est un astrophysicien, très bien. par ailleurs poète, et ainsi de suite.
c'est quelqu'un dont je considère qu'il porte une parole qui est très intéressante et surtout très contradictoire avec une autre parole tout aussi précieuse qui est celle de Jean Covici. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui croit énormément dans l'appareil techno-industriel et la façon de le faire évoluer, même s'il est très pessimiste aussi par nature. Et Aurélien Barraud, qui est quelqu'un dont la dernière lutte était notamment contre Elon Musk par rapport au réseau satellitaire qu'il avait déployé. Vous voyez, parce qu'il considérait que ça polluait le champ visuel dans l'espace, et donc qui est très réticent à l'égard de la... Eh bien, ces gens-là, moi, je considère, parce que ce sont des génies, chacun dans leur domaine, qu'ils devront être mobilisés idéalement ensemble. Vous voyez, c'est-à-dire pour... juste, vous venez de citer 2 noms, là. Ouais. Vous les avez approchés ? J'ai eu des échanges directs ou indirects. Par exemple, le Shift Project, qui est dirigé par Jean Covici, j'ai eu des échanges avec Mathieu Osno, qui est le directeur du centre. Des échanges de quel ordre ? Des échanges privés sur des questions de fond et ainsi de suite. Ce que je veux dire, mais c'est-à-dire avec des propositions explicites de participer. À deux ans d'un projet présidentiel, d'une élection, l'enjeu n'est pas de recruter non, parce que... c'est de se poser quand même la question. Non, parce que c'est des gens, à mon sens... Oui, évidemment, ça pour le coup, de se poser des questions sur les qui, quoi, comment, ça c'est évident. Par contre, avoir à l'esprit que on parle de servir la France. Donc, c'est pas servir Branco. Or, si vous les approchez en temps de campagne, c'est pour plutôt servir l'ambition politique et ou personnelle, et non pas... Donc moi, mon travail, en effet, comme vous le dites, c'est de cartographier tous les gens qui ne se sont pas compromis, qui ont des compétences, qui ont envie, qui ont un horizon idéologique qui est compatible avec tous les mouvements sociaux qu'on a connus ces dernières années en France, notamment les Gilets jaunes. Pourquoi les Gilets jaunes ? Parce que c'est la prise en compte des intérêts populaires. Voilà, tous ceux qui ont montré du mépris de classe à ce moment-là et ainsi de suite, c'est indicatif de quelque chose, soit d'une incompréhension du pays tel qu'il était à ce moment-là, soit éventuellement d'un aveuglement. Donc oui, tout ce travail de fourmi, il est mis en œuvre avec, ça c'est une partie, et l'autre, ce que vous avez vu sur Thinkerview, ça vous a semblé bien préparé, c'est parce que c'est le fruit d'un long travail de coagulation de ce programme de 30 pages qu'on a avec... qui a commencé depuis quand qui a commencé en réalité avec les Gilets jaunes. Pourquoi ? Parce que... Depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans. 5-6 ans, parce que... Et la première version, d'ailleurs, a été publiée en 2021 dans Abattre l'ennemi. Pourquoi ? Parce que les Gilets jaunes, c'est à la fois exaltant d'y avoir participé, d'avoir été l'avocat d'un certain nombre d'entre eux, et ainsi de suite, et en même temps, c'est un échec politique patent. Et moi, j'ai beaucoup à l'esprit mai 68, et la satisfaction qui a pu naître du fait d'avoir fait mai 68, sans considérer le fait que ça avait été un échec politique in fine. C'est-à-dire que c'était pas allé au bout, alors que quand même, il avait dû partir à Baden-Baden, et ainsi de suite. Et j'ai toujours gardé à l'esprit qu'il fallait pas se satisfaire du moment de joie et de bonheur qu'on a pu ressentir en s'engageant politiquement, et qu'il fallait s'exiger... Il fallait lui donner des traductions politiques concrètes. Voilà, parce que sinon, après, ça donne des profils comme Daniel Cohn-Bendit, dont la capacité réelle à apporter une solution politique au pays a été très faible. Vous pensez que vous avez une chance d'être élu ? Je pense que ça va se décider dans l'année. Est-ce que vous pensez que vous avez une chance ? Je pense que si dans l'année, on arrive à purger un certain nombre... Est-ce que vous pensez que vous avez une chance ? Des difficultés institutionnelles, oui, bien sûr. Mais vous pensez que vous avez une chance ? Conditionné au fait qu'on arrive, en fait, à traiter un certain nombre de choses. Est-ce que l'élection de Trump, et avant elle, l'élection de Macron, qui étaient toutes les deux quand même hautement improbables avant qu'elles aient lieu, a contribué à vous faire prendre confiance dans vos chances, qui sont aujourd'hui, juin 2025, tout aussi improbables et tout aussi minces que celles de Trump et de Macron 2 ans avant leur première élection, on est d'accord ? Non, parce que je vois plutôt ce qui m'en différencie d'un point de vue pas idéologique, d'un point de vue objectif, en termes de tectonique des forces. Quand vous regardez Trump, c'est une créature de la télévision câblée des années 80. C'est comme ça qu'il construit ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Qui construit sa notoriété à une époque où c'était ultra dominant, et qui ensuite a beaucoup d'argent à mobiliser pour sa campagne. Ça, c'est deux choses qui ne sont pas... C'est vous non plus. Voilà. Non. Emmanuel Macron, à l'inverse, de façon différente, ça va être un appui important au sein d'un certain appareil d'État, de la haute fonction publique, Jean-Pierre Jouyet, et ainsi de suite, et des milieux d'affaires autour de la banque d'affaires. Et à côté... Non, mais je posais la question, parce que dans les deux cas, ce sont des événements que, on va dire, les spécialistes de la science politique avaient absolument décrété impossible. Mais moi, je les regarde à travers... Et c'est pas pour me mettre en valeur. Je les regarde en me disant, ils avaient ces atouts que moi, j'ai pas. Ouais. Donc, nous, quels atouts on a ? On a une puissance sociale très importante. Et je pense qu'une reconnaissance grandissante au sein d'une partie du peuple français à l'égard d'un parcours qui, à l'inverse,
Enfin, de la même façon qu'il y a toute la surface que vous venez de décrire, il y a aussi le travail de fond qui n'a jamais dévié. Et moi, je connais que les deux, mais après, libre à chacun d'interpréter. Et cette absence de déviation, c'est-à-dire le fait de rester constant et engagé sur un certain nombre de principes, et aussi d'avoir donné beaucoup de mon temps de travail. Mes livres sont en libre accès, j'ai donné des centaines de conférences à travers le pays sans jamais demander à être payé, ainsi de suite. Ça génère une forme de lien affectif important. On est quand même nombreux. Donc vous avez des atouts qui ne sont pas ceux de Trump et qui ne sont pas ceux de Macron. Et qui sont aussi ceux d'une partie de la société française, et je ne sais pas s'ils seront suffisants. C'est-à-dire que quand on a des émissions comme celle de Thinkerview, où il y a 1 million de personnes qui regardent ça, vous voyez, si on écoute la première demi-heure de notre émission, on se dit mais c'est qui ce malade mental et comment ça se fait qu'il existe encore ? C'est là où à chaque fois je parle aussi des biais. Enfin, quelqu'un il devrait être disqualifié. Ça c'est parce qu'il y a des espaces dans la société française qui se sont constitués un peu de façon autonome par rapport à l'institution, qu'elle soit médiatique ou même judiciaire d'ailleurs, avec une sorte de manque de confiance. C'est une vraie crise qui est potentiellement dangereuse. Et donc, on a des sas. Je ne sais pas s'ils sont assez nombreux, mais ça ne dépend pas de moi en tant qu'individu. Ça dépend en fait à un moment donné d'une société qui va décider de se coaguler ou non. Ce qui est sûr, c'est que si on arrive... Depuis que vous êtes sorti du bois, sur votre candidature à la présidentielle, vous avez des sollicitations médiatiques. Il y a des gens, et mis à part moi, il y a des gens qui, mis à part nous à Réseau Image, il y a des gens qui vous appellent. Il y a eu un phénomène fascinant. La correspondante Élysée du Monde qui nous contacte pour faire notre portrait en décembre 2024. Pourquoi vous dites toujours nous en parlant de vous ? Attendez, c'est un truc incroyable, vous dites toujours nous, mais même qui nous contactent pour faire notre portrait. Oui, parce qu'on est dans le cadre d'une campagne présidentielle. Elle ne veut pas faire le portrait de 15 000 personnes, elle veut faire le portrait de Juan Branco. Mais si, parce qu'à travers mon portrait, c'est pas notre portrait. Mon portrait en tant qu'individu n'importe pas, c'est mon portrait politique, c'est par rapport à ce qu'on représente. Ça reste votre portrait. Non, c'est un truc qui me frappe dans parce qu'en fait, c'est une façon de mettre la distance par rapport à cette idée de croire qu'on est un individu, vous voyez, qu'on existe en tant que... On l'est dans le rapport intime, on l'est dans le rapport à l'autre. Mais non, voilà, pour moi, dans l'espace public, moi, j'apparais comme coagulation de quelque chose. Enfin, sinon, si j'étais que moi, on s'en fout. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de... Et donc, quand elle vient me voir dans le cadre de l'annonce de notre candidature... Notre, voilà. Toujours notre. Ben oui, parce que c'est la nôtre. Si moi, tout seul, j'arrive en disant je suis candidat à présidentiel, les gens vont dire ok, mais quoi... Mais alors, pourquoi vous ne faites pas un référendum à l'intérieur de vos 15 000 abeilles, là, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont plus qualifiés que vous? Ben parce qu'elles sont venues à moi à partir de l'idée de ma candidature. On l'a créée dans la foulée, donc à partir de là, c'est notre point de réunion. Maintenant qu'elles sont là, maintenant vous êtes 15 000. Peut-être que parmi les 15 000, je ne sais pas, ce serait démocratique de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui serait plus qualifié que vous. Oui, mais c'est un vrai sujet. Et alors, quelle est la vraie réponse? Non, le vrai sujet, c'est est-ce que le mouvement politique qui s'est vu récemment avec Mélenchon et la France Insoumise, où il y a eu beaucoup de débats, est-ce que le mouvement démocratique qui cherche à démocratiser le pays doit lui-même être démocratique, en fait? Est-ce que ce que vous projetez à l'échelle d'un pays doit s'appliquer à l'échelle microcosmique? J'ai eu ce débat sur les ruches. Pourquoi? Je vais vous dire, il y a eu des gens qui ont voulu créer des ateliers constituants en leur sein et qui demandaient, et qui fonctionnaient par cooptation pour voir ceux qui étaient intéressés ou pas au sein du Discord. Et ils voulaient savoir... ils voulaient en gros avoir un droit de regard sur les propositions qui avaient été un peu adoptées. Et sur le candidat? Non. Si, j'ai vu ça dans le Discord. J'ai vu dans le Discord des gens qui disent, mais à propos, pourquoi ce serait lui? Pourquoi ce serait forcément lui? Oui, mais le débat existe, et par ailleurs... Et vous l'acceptez? mais bien sûr, mais à double niveau. D'une part, ce Discord... Alors faites une primaire chez vous déjà. Faites une primaire des abeilles. Faisons une primaire à toutes les échelles. Mais c'est le même débat par rapport à la primaire, en réalité. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'on peut être contre la primaire, disons, de gauche? C'est parce que il est dans la perspective d'une élection à l'échelle nationale, il peut être légitime d'avoir plusieurs expressions politiques au sein d'une même famille. Nous, on a constitué ce Discord dans le but de porter une candidature avec un projet. Donc, on peut très bien constituer à côté autre chose. Mais ce que je veux dire, si on fait un référendum... Donc, ce sera vous. Dans ce mouvement, en gros, ce mouvement, bien sûr. Donc ce mouvement, on va dire, fonctionne selon les mêmes règles démocratiques que Mélenchon. Ouais, moi, j'ai rien contre lui. Et là, je vais me faire assassiner dans le forum par les partisans de Mélenchon et les partisans de Juan Branco. Mais vraiment, j'y ai réfléchi. Je me suis inspiré un peu de ce qu'il a fait à LFI. Il a créé... Moi, j'ai lu La Meute pour m'intéresser, pour voir est-ce que j'avais trouvé des choses dont il fallait faire attention dans la façon de tenir un mouvement, et ainsi de suite. Parce que quand vous êtes peu nombreux, comme c'est notre cas objectivement à l'échelle d'un
d'un pays. C'est le cas de tous les partis politiques en France en réalité. Il y a eu 1000 adhérents à Renaissance, donc bon, ce qui est quand même d'ailleurs sidérant. Au Mexique, je vous parle du Mexique, c'est 4 millions de personnes le parti de gouvernement. Enfin, je veux dire, il y a un problème en France. Bon, donc, c'est-à-dire, et que vous avez des débats où il y a 100, 200 personnes qui... Quelle serait la légitimité en tant que collectif pour imposer quelque chose qui ensuite s'imposerait à 70 millions de personnes? Et en quoi c'est plus légitime que la parole de quelqu'un qui va être plus compétent ou moins compétent, ou qui va porter un ressenti sur tel ou tel sujet, parce qu'il est agriculteur, parce qu'il est... C'est-à-dire que vous êtes en train de dire que si je fais voter... s'il y avait une primaire des abeilles, appelons-la comme ça, oui, on pourrait la faire, le candidat qui pourrait sortir de cette primaire des abeilles serait moins légitime que vous, qui êtes le candidat du mouvement, on va dire le candidat fondateur au sein du mouvement. Non. Je pensais au programme. Sur une question, vous avez une proposition sur l'agriculture. Oui. Et il y a à peu près 200 personnes qui sont prêtes à participer au vote. Une démocratie, ce n'est pas quelque chose de formel. Il faut, pour que le vote ait un sens, c'est pour ça qu'on est si attaché à la question des médias, il faut que l'information et la qualité du débat soient organisées, soient alimentées, qu'il y ait des gens qui puissent, enfin, que les différentes opinions plus ou moins informés puissent s'exprimer, qu'il y ait une confrontation, ainsi de suite. Si ça n'arrive pas, parce que vous êtes encore sur un truc un peu protozoïque, c'est-à-dire que vous avez encore pas assez de personnes, que vous avez une discorde qui est ouverte à tout le monde, dont des personnes qui sont là pour nuire, et ainsi de suite, vous risquez de passer à côté de ce que l'agriculteur est en train de vous proposer, qui a vraiment du sens, parce que 90% des personnes qui vont voter ne savent pas en fait ce qu'il faut faire pour l'agriculture. Je ne suis pas sûr de tout capter, mais enfin bref, à l'arrivée, ce sera vous. Non, mais c'est comme à l'Assemblée nationale, vous avez des commissions. Non, ok. Non, mais vous avez des commissions, c'est-à-dire que par des thèmes. Depuis, alors j'ai essayé de vous définir par des... Je regrette. Ouais, là vous m'avez perdu, là, sur l'institutionnel, vous m'avez perdu. 6 référendums pour reprendre la main, une démocratie directe, des médias enfin indépendants. Juan Branco propose de rendre aux citoyens la maîtrise de leur destin politique. Mais la France est-elle prête à un tel bouleversement? À vous de juger. Abonnez-vous pour plus d'extraits et d'analyses exclusives.